Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Revel-Dumas et François Cereza. Le tribunal constitutionnel polonais a décidé hier après-midi de ne pas reconnaître l'autorité de la Cour de justice de l'Union européenne sur certains points du droit national polonais. En clair, que le droit polonais doit primer sur le droit européen. Une décision qui a fait réagir. Nathalie Loiseau a tweeté, je cite, « Aujourd'hui, une Cour constitutionnelle illégitime a décidé de sortir la Pologne de l'ordre juridique européen. Clément Beaune a parlé d'attaque contre l'UE, tandis que le journal Le Monde a publié un dessin montrant le drapeau européen remplacé par le drapeau de l'Allemagne nazie avant de le retirer vu le tollé provoqué sur les réseaux sociaux. Le droit français doit-il primer sur le droit européen? Pour le moment, vous êtes 94,6% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Yves Bertoncini, président du Mouvement européen. Bonsoir. Bonsoir. La Cour constitutionnelle polonaise, elle est illégitime, comme l'a tweeté Nathalie Loiseau? Disons que sa composition a été contestée, elle est politisée. Normalement, les cours constitutionnelles sont un tout petit peu plus autonomes, indépendantes. Il y a eu des récriminations sur ce qui se passe en Pologne. En tout cas, elle a pris un arrêt, elle a une position de principe dont il ne faut pas exagérer la portée. Et vous l'avez rappelé, elle n'a pas contesté la primauté du droit communautaire en général. Elle a dit sur certains points, ça peut poser problème à la Pologne. Alors, maintenant, c'est un débat politique. Il faut surtout voir ce que les autorités polonaises, le gouvernement polonais va faire de cet arrêt, étant entendu que le peuple polonais n'est pas du tout europhobe, qu'il n'a pas envie de quitter l'Union européenne, et que donc y rester, ça suppose quand même de respecter les engagements qu'on a pris ensemble au niveau européen, c'est-à-dire le droit communautaire dans les secteurs qu'il couvre et qui ne sont évidemment pas tous les secteurs de la vie polonaise et encore moins de la vie politique française. Philippe Bilger. Si vous me permettez une pensée un peu contrastée, j'avais l'intention ces derniers jours, quand j'entendais les éructations des médias progressistes en France pour dénoncer le populisme et le fait que tous les candidats de droite ou d'extrême droite mettaient en cause l'état de droit et la Constitution en dénonçant finalement le fait que on souhaitait armer la Constitution et notre état de droit pour répondre aux défis français, eh bien, je me demande si par une sorte de provocation, je n'ai pas envie de dire que la Pologne a totalement raison, alors que je ne l'aurais pas cru il y a quelque temps. Est-ce que vous ne considérez pas que devant une sorte de lassitude ou d'exaspération, devant des décisions européennes qu'on ne comprend pas, devant un état de droit qui en réalité fait trop dans l'abstraction et pas assez dans le concret des pays, est-ce que vous comprenez que j'aurais pu aller jusqu'au bout du délire et dire que la Pologne a raison? Mais je vais vous rassurer, je vais rassurer les auditeurs de Sud Radio, et on va un peu justement sortir de l'abstraction et rentrer dans le concret, la réalité de ce que c'est que le droit national et le droit européen. Votre question, c'est quel est le plus important? Alors, quantitativement, le droit français est bien plus important que le droit européen. Le droit européen, il ne couvre pas grand-chose. Le droit français sur les sujets de logement, sur les sujets de protection sociale, sur les sujets d'éducation, l'éducation est nationale, sur les sujets d'ordre public, sur les sujets, le droit pénal que vous connaissez bien, les positions diplomatiques, tout ça, les États, que ce soit la France ou la Pologne, sont totalement libres de faire tout ce qu'ils souhaitent. Et même souvent, on entend en France qu'il n'y a pas assez de normes européennes en matière sociale, parce qu'il y a la concurrence sociale, y compris des Polonais. Il n'y a pas assez de normes en matière fiscale. Il y a au moins 3/4 de notre droit français, et c'est la même chose en Pologne, qui n'est pas du tout concerné par le droit européen. Le mariage pour tous existe en France, il n'existe pas en Pologne. C'est pas le droit européen qui règle ça. Donc c'est pour sortir des délires, puisque vous interrogez sur ce sujet, il faut faire atterrir ce débat qui est un peu trop théologique. Ensuite, il ne faut pas nier que quand il y a du droit européen, bien sûr, ça peut mettre en rage tel ou tel pays membre. Le droit européen, il ne tombe pas du ciel. Les autorités françaises, les autorités polonaises
participent à sa fabrication. Mais après, les gouvernements peuvent changer et donc il y a des nouveaux gouvernements qui se disent mais moi, ça, c'est cette norme, elle ne me va pas. Mais il faut être concret, c'est du droit économique, c'est du droit de la concurrence, c'est du droit environnemental, c'est du droit en matière agricole. Il faut regarder sujet par sujet ce que ça voudrait dire de rétablir, par exemple, la supériorité du droit polonais. Est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, pour les exportations françaises qui partent vers la Pologne, les Polonais pourraient dire d'un seul coup « Ah ben non, maintenant nous on n'en veut plus parce qu'on va faire à notre façon, les investissements français qui sont en Pologne et qui effectivement sont protégés par le droit européen, on va arrêter ». Est-ce que c'est ça que ça veut dire? C'est ça. Moi, j'aimerais bien savoir ce que les Polonais vont tirer de cette décision. Voilà. Céline Revel-Dumas. Non, mais c'est intéressant, les Polonais, sauf qu'ils ne sont pas tout seuls, a priori, puisqu'il y a eu ce problème en Allemagne et il y a eu même le problème récemment en France, puisque l'Union européenne voulait imposer un droit, pour un droit du travail pour les militaires équivalent à tous les autres. Or, en fait, ça revenait à s'insinuer dans la manière dont on réglemente le droit des armées. Donc il y a eu un vrai problème et ces problèmes se multiplient ici ou là. Le problème, c'est qu'il y a une grande incompréhension qui est qu'est-ce qu'on veut faire de l'Europe? Et apparemment, les pays de l'Union européenne ne sont absolument pas d'accord là-dessus. Donc il y a un grand quiproquo. Apparemment, la Pologne n'a pas l'air de vouloir uniformiser les droits comme l'Europe, elle. En fait, c'est une question de pouvoir. Est-ce que les pays veulent garder le pouvoir ou est-ce que on a l'impression que l'Europe essaie de prendre le pouvoir? Et enfin, il y a un combat qui se joue et qui, à un moment donné, devra trouver une réponse. Yves Bertoncini. Prenons un très bon exemple. Je disais qu'il pouvait y avoir des frictions. Le temps de travail des militaires. D'abord, d'où vient cette affaire? Un militaire slovène, parce que c'est ça, hein, c'est de l'Europe sociale, pardon. Hein. Il dit, moi je suis militaire, on me met dans ma caserne, je ne fous rien et je ne suis pas payé pour ça. Alors il se plaint au tribunal slovène, qui voit bien qu'il y a un peu de droit européen, il ne sait pas quoi faire, il demande l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne. Qu'est-ce que dit la Cour de justice de l'Union européenne? Elle dit que naturellement les militaires ne sont pas des employés comme les autres, hein, que quand ils sont en opération, on ne va pas compter leurs heures, mais que peut-être quand ils sont dans la caserne à rien faire, bloqués tout un week-end, il faudrait peut-être compenser et les payer en conséquence. Voilà, c'est juste ça qu'elle a dit, la Cour. Et pourquoi elle l'a dit? Parce qu'il y a une directive européenne sur le temps de travail, alors c'est très minimal, hein. Entendons-nous bien. La France a décidé de passer aux 35 heures, personne ne l'a empêché. Il y a des pays qui sont à 39, il y en a qui sont à 40. Ce n'est pas le droit européen qui prévaut massivement. Simplement, il y a certaines limites, au-delà de 60 heures par semaine. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Et je crois que les autorités françaises vont le faire. Il faut préciser la portée de la directive. Voilà, il faut peut-être bien préciser dans la directive que tout ça ne peut en aucun cas concerner les militaires. Voilà, c'est ça la dialectique qu'il peut y avoir dans un sujet concret, hein, entre le droit européen et le droit national. Ce n'est pas une guerre de religion. L'exemple allemand que vous citez, il est très documenté. La Cour constitutionnelle allemande, qui est assez souverainiste, en effet, avait dit, écoutez, le droit européen, mais c'est des années 70-80, le droit européen, il ne protège pas les droits fondamentaux. La Constitution allemande les protège mieux. Alors aussi longtemps, hein, Solange, c'était ça l'arrêt, aussi longtemps que le droit européen ne donne pas des garanties suffisantes en matière de droits fondamentaux, la Constitution allemande prévaut. Et puis après, 12 ans plus tard ou 10 ans plus tard, ils en ont fait un autre en disant « ça va, ça a été renforcé, on retire ce qu'on a dit ». Voilà, ça c'est de la dialectique entre deux ordres juridiques, l'ordre juridique national, l'ordre juridique européen, qui s'entremêlent et pas dans tous les sujets. Et normalement, entre gens de bonne volonté, on cherche des compromis. Maintenant, c'est vrai que les autorités polonaises savent bien qu'elles ont un peuple qui n'est pas europhobe, qui ne veut pas s'en aller. Ce n'est pas une prison, l'Europe. Hein. Les Britanniques ont décidé d'en sortir. Ils ont pu le faire. On voit d'ailleurs dans quelles conditions. Les Polonais, ils ne veulent pas sortir. Mais restant dedans, ils ne veulent pas appliquer tout le droit. Et là, il va quand même y avoir un petit problème. Et encore une fois, un problème, y compris pour nous. Parce que le droit polonais pourrait être hostile à des entreprises et à des salariés français qui aujourd'hui seraient protégés par un droit commun à tous. François Cereza, et après on part au 0826 300 300. Je mets, votre dialectique ne me convainc pas et ne me séduit pas énormément non plus par rapport à la dépendance de la France envers l'Europe.
Je pense qu'il y a une chose qui est une chose gaulienne ou gaulliste. Alors peut-être que c'est un petit peu vieux. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la politique, mais enfin je suis un observateur de ce qui se passe à travers évidemment les informations, à travers toutes ces choses-là. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'en France, depuis 30-40 ans, il y a 3 choses qui ont quand même véritablement disparu, ou en tout cas qui se sont sérieusement amenuisées, qui sont l'indépendance de la nation, la souveraineté du peuple et l'autorité de l'État. Alors, ces choses-là, me semble-t-il, sont liées directement quand même à un pays, la France, et non pas à une entité, l'Europe. En plus, bon, on va pas prendre des exemples, et c'est vrai que lorsque l'on regarde les informations et lorsqu'il y a la France qui intervient, des interventions à l'étranger pour Boko Haram ou pour tous ces problèmes évidemment d'islamisation radicale et d'attentats, etc. On a l'impression que c'est toujours la France qui est sur le terrain et pas beaucoup les autres Européens. Alors ça, bon, c'est une chose, un point de vue, si vous voulez, politique. Et la deuxième chose que je voulais citer, et ça je vais le lire parce que c'est De Gaulle qui l'avait dit, et c'est en fonction de ce que moi je connais un peu mieux, c'est-à-dire la littérature. Il disait Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient avant tout italiens, allemands et français. Yves Bertoncini, après on part au 0826 300 300, le sujet fait beaucoup réagir. Oui, mais vous auriez même pu ajouter Shakespeare, bien sûr, qu'ils appartiennent à toute l'Europe. Moi, je suis plus Shakespeare maintenant. Oui, c'est l'Europe, c'est bien sûr que c'est le continent européen au sens large. Et profondément français, profondément européen, je suis même profondément savoyard, si vous voulez savoir, en plus. Bon, simplement, il faut quand même prendre des exemples très concrets. Quand vous parlez de l'autorité de l'État, il se trouve qu'alors pour le coup, l'Union européenne a vraiment très peu de pouvoir en matière de justice, de police. Il y a un peu de coopération. Personne n'empêche la France de faire radier l'ordre chez elle. Enfin, s'il y a un défaut, c'est excusez-moi de vous couper, mais pourquoi certaines décisions sont retoquées par la Cour européenne des droits de l'homme ? Lesquelles alors? Soyons concrets. Écoutez, lorsque l'on veut expulser quelqu'un, il y a toujours un problème. Même si la commis... Vous savez, le problème des expulsions... Les Français sont d'accord et les Européens ne sont pas d'accord. Alors bon. Non, mais le taux de renvoi des gens qui ne devraient pas être sur notre territoire est dramatiquement faible, mais ce n'est pas à cause de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est très difficile, visiblement. C'est notamment parce que les pays où on voudrait les renvoyer refusent de les prendre. Vous avez vu qu'il y avait une crise avec les pays du Maghreb, que la France a durci le ton. Mais le problème, c'est les pays en question. Et la France a raison d'essayer d'arranger les choses avec les pays où on voudrait expulser ces gens-là et on n'arrive pas à obtenir le laissez-passer consulaire. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la Cour européenne des droits de l'homme. On part au 0826 300 300, ça réagit beaucoup et ça réagit pas dans le sud-ouest mais dans l'ouest. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Philippe, bonsoir Yves Révois. Ludovic, donc de Rochefort, vous voulez réagir à ce débat. Alors pour le moment, vous êtes 94,8% sur Twitter à dire que le droit français doit primer sur le droit européen. Et je suis absolument d'accord avec ça, Philippe, et je rejoins la dernière Révois, excusez-moi, j'ai perdu... François Céréza. Voilà, et comme j'adore quand M. Philippe Bilger provoque également sur ce thème-là, d'ailleurs sur Sud Radio, en ce moment, les débats tournent beaucoup sur le thème de la souveraineté, encore hier par rapport à la défense. La souveraineté, c'est l'indépendance de la nation. Donc ce n'est pas être dépendant des autres. Et depuis plusieurs années, on dilue des pans de souveraineté au sein de l'Europe, qui n'est plus une Europe des nations et des coopérations, mais une Europe institutionnelle, une Europe fédérale, et vous citez De Gaulle, le général De Gaulle disait également qu'une Europe fédérale ou supranationale, c'était la fin des nations, et c'était également, ça allait créer un vide démocratique. Donc à partir de là, moi je pense qu'en effet le droit constitutionnelle et la souveraineté institutionnelle de chaque État membre garantit en effet la souveraineté d'une nation et doit avoir la primeur sur le droit européen. Vous citez à juste titre la Cour européenne des droits de l'homme. On voit parfois que le législateur est démuni par rapport à des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, comme on parlait à l'occurrence des expulsions. Alors, merci beaucoup Ludovic de Rochefort. Rochefort, c'est à l'ouest. On monte un peu plus à l'ouest et un peu plus au nord, direction le Morbihan. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir à toute l'équipe. Et voilà, vous, que pensez-vous? Vous êtes entrepreneur, je crois, c'est ça? Oui, je suis indépendant, donc j'ai géré plusieurs TPE et on en a une dans un contexte qui est la blanchisserie, voilà, etc. Donc au jour d'aujourd'hui, ce que dit ce monsieur, plus que pro-européen, puisque sans doute il a un poste qui... C'est le président du mouvement européen, Yves Bertoncini.
Voilà, donc no comment, as we said in English, comme on dit en anglais. Voilà, donc dans ce cas de figure, il a totalement faux, quoi. Faut arrêter. Et c'est pour ça que les Français au jour d'aujourd'hui notifient qu'ils sont plus d'accord avec le système, parce que ce qu'il est en train de dire, ce monsieur, c'est que les normes, tout est normé européen. Il n'y a plus rien de basé sur nos bases nationales. Et donc les Polonais, ce qu'ils disent, mais ils vont aussi se retourner contre l'Europe, etc. Et pour moi, in fine, les nations comme l'Angleterre, comme le Royaume-Uni, tout va se disloquer. Et on est parti pour. Voilà. Alors, merci. Et voilà. Justement, on va faire réagir Yves Bertoncini. On remercie Ludovic et Christophe. Ludovic qui disait l'indépendance de la nation et Christophe qui nous disait l'Europe décide. Et ça, c'est vrai que sur les normes industrielles, c'est décidé par l'Europe. Comme vous disiez sur les importations, les exportations, le tarif extérieur commun se décide à Bruxelles. Aujourd'hui, on a parlé du Brexit, il n'y a pas très longtemps. Là, maintenant, on parle du Polexit, c'est-à-dire, c'est un néologisme, la sortie de la Pologne. Est-ce que ça vous paraît possible ou probable ou improbable, Yves Bertoncini? Je précise au vol que présider le mouvement européen, c'est bénévole, c'est pas un poste, c'est une ONG. Voilà, bref, il n'y a pas d'argent derrière tout ça. Bref, en revanche, le Brexit, c'est possible. Oui, la preuve, on l'a eu, le Brexit. Ils ont d'ailleurs décidé de sortir des normes européennes. Qu'ils aient pu penser qu'on les gouvernait est étrange. Au Royaume-Uni, il n'y avait pas l'euro, on roule à gauche, les prix ne sont même pas les mêmes quand on arrive dans les hôtels. Ils ne sont même pas dans Schengen. Bon, mais ils ont décidé de partir de ce qui les lie à nous. Les Irlandais aussi roulent à gauche. Oui, mais ça prouve bien qu'il n'y a pas de normes européennes. Surtout, au passage, une de plus, un exemple de plus. Aussi. Ils ont décidé de sortir. Si les Polonais voulaient le faire, ils peuvent le faire naturellement. Je ne crois pas qu'ils vont le faire. Donc, il n'y a pas de Polexit. C'est pire. Il y a des peuples qui restent ensemble, mais du coup, il y a des crises de copropriétaires. Et donc, en effet, dans certains cas, on adopte des normes communes. Je vais vous en citer qu'une, parce que monsieur vient de parler du droit économique. Il y a par exemple un contrôle européen des aides d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans le même marché. Les aides d'État ne sont pas interdites. On aide beaucoup la SNCF, plein d'entreprises publiques. Et pendant la crise récente, on a beaucoup aidé. Et encore heureux, il fallait aider les secteurs économiques en difficulté. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que pendant 3 mois, on a tout lâché. Et il y a un pays d'Europe qui a, à lui tout seul, aidé plus que les 26 autres. Vous savez qui est le pays en question? Parce que c'est un grand pays qui gère bien ses finances. C'est l'Allemagne. Et d'un coup, Jean-Luc Mélenchon est venu à l'Assemblée nationale en disant il faudrait peut-être rétablir les normes européennes en matière de contrôle des aides d'État, parce que sinon, là, on va se faire tailler des croupières par l'Allemagne. Alors, j'appelle les auditeurs à bien réfléchir ce que ça voudrait dire, que chacun reprend ses billes, et que c'est le droit, non pas seulement polonais et français, mais le droit allemand aussi qui peut s'appliquer. Bien sûr qu'on a mis un peu de droit en commun, et très souvent, c'est notre intérêt commun et c'est notre intérêt national que ce droit s'applique. Merci beaucoup Yves Bertoncini, président du mouvement européen, d'avoir participé à ce premier débat. Le droit français doit-il primer sur le droit européen? Vous avez voté sur Twitter et pour le moment, vous êtes 95,1% à dire oui. Ça vous dirait, les vraies voix, la chronique présidentielle de notre ami Philippe Rossi? Bien sûr, avec le même enthousiasme. Eh bien écoutez, c'est toujours enthousiasmant les vraies voix. On retrouve justement Philippe Rossi tout de suite pour sa chronique sur la présidentielle.